Bonjour à ceux qui nous rejoignent et bonjour à ceux qui sont fidèles depuis ce matin. Je vous demande d'accueillir Anne-Sophie Fontaine, directrice marketing et commerce Europe pour Bonduelle Food Service. Vous avez vu cette petite vidéo très appétissante. J'ai mangé des choux de Bruxelles chez vous tout à l'heure. C'était très bien. Voilà, très bien. Donc je suis désolé, mais on devait se parler juste avant la pause. Je m'excuse encore auprès de vous. En fait, l'idée juste avant la pause, c'était de vous dire à tous, foncez au buffet Bonduelle pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec les légumes. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. À la pause de 16h, vous mangerez tous des légumes. Mais ils sont allés, hein, j'en ai vu. Hein. Voilà. Je ne vais pas les dénoncer. Très bien. Bon, vous allez nous parler végétal. Voilà, hein, je vais vous parler végétal et je vais démarrer par vous remercier de nous accueillir aujourd'hui, donc Table Talk et La Fourchette, et aussi pour la qualité des échanges que vous avez eus tous ce matin. La raison pour laquelle on a voulu être ici, nous, en tant que Bonduelle, ça vous surprend sûrement, puisque j'imagine pour ceux qui connaissent Bonduelle que c'est une marque parfois grand public ou un fournisseur de food service, mais que viennent-ils faire au milieu de nos problématiques métiers ? La raison pour laquelle on est là, elle est double. La première, c'est qu'on a une super solution pour vous, c'est le végétal, et qu'on est persuadé que le végétal est en explosion et qu'on a un vrai rôle à jouer pour vous permettre, dans la complexité de votre métier qu'on a découvert ce matin aussi et qu'on connaît bien, de mettre en évidence que ça peut être une solution. Et la deuxième raison pour laquelle on est là, c'est que ça fait 1 an et demi maintenant qu'on passe beaucoup de temps dans les cuisines avec des chefs. Pourquoi ? Pour essayer de comprendre un paradoxe auquel on est confronté. C'est ce qu'on appelle chez nous le paradoxe du légume. On est en France, vous savez comme moi que depuis une bonne dizaine d'années, on parle partout de la nécessité de consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc on a tous été élevés comme ça, mais on a toujours quand même l'image éternelle en tout cas pour moi, des épinards qu'on mangeait à la cantine, qu'on laissait en général de côté. C'était évidemment pas des épinards Bonduelle, hein. Mais donc la problématique de fond, c'est que malgré tout ce bruit positif autour du green food, du végétal, force est de constater que le marché ne bouge pas, que la consommation de légumes en France et en Europe d'ailleurs est flat, et que donc on s'est dit il y a 2 ans maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau du business pour essayer de voir les choses différemment ? Et ce qu'on a décidé de faire, et c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'être parmi vous tous aujourd'hui, on a décidé de reconstruire la stratégie avec des chefs et d'aller avec vous dans vos restaurants, dans vos cuisines, comprendre la problématique du végétal. Cette problématique nous a fait mettre en évidence que, en fait, avec le végétal, on peut faire beaucoup de choses. Il n'a clairement pas la place qu'il mérite aujourd'hui. Et pour ça, nous, Bonduelle, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut évidemment vous aider, vous inspirer. Donc, je dois être très rapide, donc je vais vite m'arrêter Merci. Dans ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Je vous invite à aller voir le site Bonduelle Food Service pour y trouver et des recettes et comprendre la problématique et la stratégie de Bonduelle. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est que notre rôle à nous, contrairement à ce que vous imaginez sûrement, non, les légumes de Bonduelle ne sont pas produits à des milliers de kilomètres d'ici, ils sont à 200 kilomètres. Les haricots verts de Bonduelle sont produits en Picardie, la meilleure terre pour ces légumes-là, que les process qu'on utilise permettent en 3 heures de cultiver les légumes à maturité et de les processer. Donc on a plein de choses à faire. Donc nous, notre rêve, et ce qu'on va commencer à faire à partir des récoltes prochaines, c'est vous inviter tous à venir avec nous pour visiter les champs et pour humer avec nous la récolte des pois. Donc ça, c'est une chose qui est complètement prévue et qui est planifiée. On a bien sûr beaucoup de travail à faire. Par contre, on est aussi à votre disposition et on a une équipe de culinaires pour ça, à vous aider en fait à trouver des solutions et des idées surtout pour que vous puissiez vous aussi faire face en fait à la problématique de fond qui est comment j'élargis mon offre et comment je réponds à la demande croissante des flexitariens, des véganes, des gens qui vous demandent sur votre carte mais où est le plat végétarien et sur lequel vous êtes sûrement à court d'idées parce que vous avez plein d'autres choses à faire. Donc on est là pour ça. On est là pour vous aider à pouvoir faire tout ça. Donc on a clairement du légume sur la planche. Donc merci de votre attention. On est là vraiment pour répondre à toutes vos questions et j'espère effectivement qu'on aura l'occasion de voir pendant la pause. Merci Anne-Sophie. Merci d'avoir été avec nous. On va enchaîner par une autre prise de parole d'un des partenaires essentiels de cette journée, comme Bonduelle et les autres, sans qui cette journée n'existerait pas.
d'accueillir Gilles Bell de Nespresso. Où est-il? Il est là. On va se mettre plutôt au centre pour qu'on puisse bien nous voir et que les caméras puissent capter. Enfin, toi en l'occurrence. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être ici, Gilles. Avec plaisir. Gastronomie manager, c'est oui, ça tout à fait, oui. Donc moi, le métier que tu as inventé. J'ai la grande chance d'avoir inventé ce métier chez Nespresso, oui, il y a maintenant 5 ans. Donc mon rôle, c'est d'être ambassadeur dans le monde de la gastronomie. Donc pas uniquement ce qui va se passer sur la table, mais tout ce qui va se passer autour de la table, puisque maintenant on a mis en place aussi des partenariats, notamment avec une association qui s'appelle Au service des talents de demain, de notre ami Denis Courtiat, donc au Plaza Athénée. Et donc on essaie aussi de revaloriser tous les métiers de salle qui sont laissés à l'abandon depuis quelques années. Et ça fonctionne très très bien. Donc aussi, moi, mon rôle, c'est d'intégrer du café dans les plats maintenant. Donc on a beaucoup de chefs, et pas que des chefs étoilés, mais beaucoup de chefs aujourd'hui qui travaillent sur l'intégration du café dans les plats, dans les pâtisseries, travaillent beaucoup aussi avec des fromages aussi. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du repas, on peut finir sur un fromage et on peut marier son fromage avec le café. Et on travaille aussi avec les sommeliers, puisqu'on est partenaire de l'Union de la sommellerie française, puisque c'est le sommelier dans certains restaurants, effectivement, qui a le savoir au niveau des boissons et qui doit connaître aussi le café, le thé et toutes les boissons qui peuvent se boire en dehors du vin. Donc Nespresso, c'est une entreprise très très jeune, puisqu'elle a été créée en 1986. D'abord un produit grand public, donc, puisque je dirais que la plupart du chiffre, ça représente à peu près 80% du chiffre d'affaires, est fait par le B2C. Et en 1998, on a créé, à la demande des professionnels, un produit pour les professionnels. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler du professionnel, avec une capsule qui est complètement différente, qui est une capsule plate, alors que la capsule grand public est conique, qui fonctionne avec des machines adaptées au monde du professionnel. Et surtout, on va avoir un grammage qui est complètement différent entre la capsule grand public et la capsule professionnelle, puisqu'on va avoir 1 gramme de café en plus dans la capsule professionnelle, ce qui va donner un produit fini dans la tasse, aujourd'hui, qui est complètement différent, avec beaucoup plus de rémanence, beaucoup plus d'arômes. Et surtout, un développement de machines aujourd'hui, puisqu'à la base, Nespresso travaille uniquement dans des petits restaurants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille d'ailleurs avec 30% des étoilés Michelin. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé dans la restauration étoilée, parce qu'on avait 2 petites machines pour répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, on développe maintenant, l'ambition de la marque, c'est de développer des machines dans les brasseries qui peuvent faire des débits beaucoup plus importants. Donc Nespresso, aujourd'hui, c'est 12 pays producteurs dans le monde. Donc des pays en Amérique centrale et du Sud, des pays en Afrique, le Népal, la Tanzanie qui viennent de rejoindre Nespresso, 70 000 producteurs dans le monde. Et il faut savoir que tous les producteurs donc, avec lesquels on travaille sont intégrés dans une charte de durabilité que nous avons mis en place en 2003. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir en temps réel, on a racheté d'ailleurs un logiciel à l'armée américaine qui nous permet de géolocaliser les 70 000 producteurs en temps réel et savoir ce qu'ils proposent sur la plantation, le nombre d'hectares, le cépage, et, la superficie, le prix auquel on leur achète le café, puisqu'il faut savoir aussi qu'on achète le café 30 à 40% de plus que le prix du marché. Donc Nespresso, c'est 3 centres de production, puisque tous nos cafés sont torréfiés en Suisse, puisque le savoir-faire est en Suisse. Donc tous nos cafés sont torréfiés en Suisse, dans 3 centres de production. Nespresso, c'est aujourd'hui environ 12 000 collaborateurs dans le monde. Le marché français est le plus important pour la marque, puisque nous représentons, en B2C ou en B2B, nous représentons 20% du marché global. Donc c'est quelque chose de très important. Et le marché français, vraiment, grâce aux chefs notamment, les chefs nous ont aidés à développer la marque. Nous avons des chefs ambassadeurs aussi qui nous poussent à travailler le produit et aller de plus en plus loin dans l'innovation. Et je dirais que la plus grande force de la marque Nespresso, je dis toujours que c'est une entreprise qui est belle de l'extérieur, mais qui est aussi très belle de l'intérieur. Moi, je vois beaucoup de jeunes dans la salle. Et il faut savoir que chez Nespresso, la moyenne d'âge, c'est 28 ans. Bon, le jour où je ne serai plus là, elle va grimper. Mais effectivement, la moyenne d'âge chez Nespresso est très, très jeune. Donc, on travaille beaucoup dans la transmission, dans l'innovation. Et donc, on a aussi, moi, je participe beaucoup à des concours culinaires. J'étais vendredi sur le concours du meilleur apprenti de France, d'ailleurs. Donc, on a la volonté d'accompagner les jeunes, de transmettre, parce que c'est très, très important. Et dernière chose que je voulais vous dire, et on en est très fiers aujourd'hui, Nespresso est devenu le premier torréfacteur au monde à avoir une empreinte carbone neutre, puisqu'on plante aujourd'hui 500 000 arbres par an dans nos pays producteurs. Donc la volonté de la marque aujourd'hui, c'est de développer l'agroforesterie et d'aider les producteurs à ne pas vendre uniquement du café, mais aussi vendre du bois, vendre des agrumes, vendre des essences naturelles et le miel aussi, puisque la pollinisation, on parle beaucoup des abeilles aujourd'hui, et donc le jour où les abeilles disparaîtront, il n'y aura plus de pollinisation et la terre va s'arrêter de tourner. Donc c'est très important aujourd'hui, puisqu'il y a 10 millions d'arbres qui sont arrachés tous les jours dans le monde. Donc
beaucoup d'entreprises aujourd'hui travaillent sur l'agroforesterie et repeuplent tous les pays producteurs, pas seulement dans les plantations, mais autour des plantations. Voilà. Merci beaucoup et passez une bonne après-midi. Merci Gilles. Merci d'avoir été avec nous. Je vais juste rebondir sur les concours, parce que j'avais promis de le faire à Guillaume. À la fin de la semaine, il y a un concours formidable qui s'appelle l'Assiette Gourmande, qui est un concours de cuisine réservé aux handicapés, dont on parle trop peu. Ça se passe à Bailleul, dans le Nord. On y sera, avec bruit de table, comme on y était l'année dernière. Je vous encourage à vous intéresser à ce concours. Voilà, parenthèse fermée. On va continuer. Après 5 tables rondes ce matin, on va enchaîner sur 4 autres tables rondes et on terminera, je vous le rappelle, par une présentation de la team Lignac qui va venir nous raconter son succès et puis aussi parfois les difficultés. Donc on attaque direct avec la peur de la chaise vide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être là si nombreux. Les fauteuils ne sont pas vides. Donc je vais accueillir Rémi Ohaillon, Bernard Boutboul, Pierre Mouquet et Catherine Agier. Merci à vous 4 d'être avec nous. Installez-vous. Il n'y a pas de plan de table. Donc dans l'ordre, Pierre, qui est restaurateur, bon vivant. Il a d'autres affaires, mais on va parler surtout de bon vivant. Rémi, qui a créé un groupe qui s'appelle Happy & You aujourd'hui, avec 5 filiales, je crois, spécialisées dans le digital. Bon, on sera plus dans le détail. Catherine, le titre, je me souviens, directrice des relations clients, chez La Fourchette. Et Bernard Boutboul, qui est aussi bien connu pour directeur de Gira Conseil, qui analyse les données chiffrées, notamment de l'hôtellerie-restauration tous les ans, avec son baromètre qui est bien suivi. Merci d'avoir été là. Donc effectivement, la question qui se pose beaucoup, on a évoqué pas mal de sujets ce matin déjà sur le recrutement, notamment. Après, il faut faire venir du monde sur la compta. Après, il faut remplir ces restaurants. Ça reste la base de tout. Donc comme depuis ce matin, je voudrais donner la parole d'abord à Pierre, qui est l'homme de terrain, si j'ose dire, qui est restaurateur, et qui a une pratique très active et qui est très engagé pour son restaurant, ce qui est normal, mais qu'il fait d'une façon intuitive, on va dire. Il n'y a pas de stratégie, mais tu peux raconter, Pierre, comment tu fais vivre bon vivant dans une communauté qui s'est élargie au fil du temps. Oui, moi, je suis adepte des réseaux sociaux personnellement, sur Instagram, Facebook, Co. Et je partage beaucoup de photos, de vidéos qu'on fait avec mon équipe, aussi bien la salle que la cuisine. Et au quotidien, j'essaie de partager avec tous nos followers l'ambiance du resto, ce qu'on y fait, dans le but de leur donner envie, de les faire venir. Et c'est très simple. Tous les midis, à midi, je poste une photo du plat du jour pour les personnes qui nous suivent, pour leur donner envie de venir. On essaie de mettre pas mal d'ambiance dans le restaurant, donc on y fait des vidéos aussi bien comiques qu'intéressantes sur nos recettes Co. Et du coup, c'est du partage au quotidien, 4-5 photos par jour, avec des hashtags qui parlent à tout le monde. Et du coup, ça fait parler, ça donne envie. Et au final, j'ai rarement des tables de vide. Dès que j'ai une table, par exemple, j'ai plusieurs grandes tables, dès qu'elles ne sont pas réservées, je poste sur Instagram, n'hésitez pas à venir avec le numéro du resto pour réserver. Donc au final, j'ai rarement des tables vides. Donc on parlait ce matin de stratégie avec des attachés de presse, des blogueurs, des influenceurs. Toi, il n'y a pas de... Tu le fais à l'instinct Non, c'est à l'instinct. Ça peut être drôle, ça peut être... Ouais, ça peut être drôle. Après, donc, toute mon équipe a accès au réseau. Donc quand je ne suis pas là, ils prennent leur lait. Et puis nous, déjà, moi, je recrute que des personnes que je connais, en tout cas en salle. On a une super cohésion de groupe. C'est des personnes que je connais depuis longtemps. Donc déjà, entre nous, on s'amuse beaucoup en bossant. On essaie de partager tout ça. Et au final, le résultat est là. Je suis complet tous les soirs. Le midi, je dois avoir un taux de remplissage à 80%. Et puis, ça peut qu'on continue comme ça. Dès que les clients sont satisfaits, on n'hésite pas à leur demander de mettre un petit commentaire sur TripAdvisor, parce que moi, TripAdvisor me ramène énormément de monde. J'ai plein d'hôtels dans le quartier, donc les touristes sortent de l'hôtel, checkent sur TripAdvisor les restaurants les mieux notés à proximité. Et au final, TripAdvisor m'aide beaucoup. Ça m'arrive d'avoir des mauvais commentaires, je leur réponds. Quand j'estime qu'ils sont faux, j'essaie de les faire supprimer aussi, parce que j'ai quand même eu
des trucs vraiment pas sympas, mais au final, TripAdvisor me réussit beaucoup et je suis à bloc sur Instagram, Facebook et je partage, je communique tout seul. Tout seul, quand gros, tu as Exactement. créé une communauté, une famille, qui est la famille du restaurant, qui s'élargit C'est ça, à ouais. une famille de clients. Exactement. Voilà. Est-ce que tu es client La Fourchette, on peut le dire? Non. Je sais pas. Peut-être Catherine peut nous dire. Non, mais je pense que Cette pratique-là, c'est une pratique que... c'est super. Honnêtement, c'est super. Maintenant, très concrètement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a très peu de restaurants qui sont capables en fait d'avoir cette démarche. Parce que d'abord, il y a la sensibilité aux réseaux sociaux, ils l'ont pas tous, et puis le temps. Là, c'est une capacité de restaurant qui est relativement modeste, on va dire. Il y a des restaurants qui ont de très grosses capacités, qui sont incapables d'assurer un remplissage qui leur permette juste d'absorber l'ensemble de leurs coûts fixes. Donc, c'est à ce titre en fait que la Fourchette se positionne en proposant en fait une palette de services pour accompagner les restaurateurs. Je dis bien pour accompagner les restaurateurs, parce que c'est vraiment la démarche. Rien n'est imposé. En fait, nous avons à peu près 80 conseillers clientèle qui prennent en charge le restaurant, qui le prennent par la main et qui, en fonction de la problématique du restaurant, sur un moment donné, problématique de remplissage, ouverture d'un nouveau restaurant qui doit construire sa notoriété, eh bien, un conseiller qui va les accompagner et leur proposer des solutions. Il y a une solution évidemment qui est assez connue chez La Fourchette, c'est la promotion. La promotion, ouais. La promotion qui, encore une fois, reste au contrôle total du restaurateur, tant au niveau du montant de la promotion qu'au niveau des couverts qui sont alloués à cette promotion, comme au niveau des créneaux horaires. Ça peut être en début de service. Enfin, voilà, il y a une multitude de possibilités. Tout est paramétrable et tout reste au contrôle du restaurateur, mais avec l'accompagnement des équipes La Fourchette. Donc les promotions peuvent aller jusqu'à 50%, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On va entamer le débat, je pense, avec Rémi après. Oui. Est-ce que 50%, c'est pas trop? C'est pas trop dans la mesure où ça reste un levier pour assurer un remplissage complémentaire et permettre et que ça reste ponctuel. Si effectivement un restaurant propose une promotion à 50% sur l'ensemble de son restaurant tous les jours de la semaine pendant 365 jours par an, il y a un problème concrètement. Et justement, le rôle de nos conseillers, c'est aussi d'identifier ce genre de problème et d'accompagner les restaurateurs pour essayer de trouver la solution. La promotion n'est pas forcément la solution adéquate. Il y a peut-être un problème de qualité, il y a peut-être autre chose. C'est ton avis aussi, je crois. Rémi, la promotion, c'est à ses limites, c'est ça? Oui, la promotion a ses limites. Juste avant de répondre à cet élément-là, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre parce que on comprend que les réseaux sociaux, il y a une part de social media, mais il y a aussi une part de social selling. Et dans l'idée du social selling, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aperçoit qu'on est sur des outils propriétaires. Concrètement, vous avez votre page Facebook, vous avez votre page Instagram. On est plutôt dans le B2C. On voit bien que Twitter et LinkedIn, pour commercialiser des tables, c'est un peu plus compliqué. Mais on voit bien que là, le restaurateur s'approprie des outils qui lui sont personnels. Il y a un outil qu'on oublie souvent, qui est le Google My Business. Et vous savez, c'est cet espace où, quand on tape la marque de l'établissement, vous avez des informations qui apparaissent sur vous. Et en l'occurrence, on peut réserver, parce que maintenant, c'est parfaitement marqué, réserver une table. Et en l'occurrence, si vous n'êtes pas proche de Google, vous allez vous apercevoir que quand on clique réserver une table, c'est les distributeurs qui apparaissent et pas obligatoirement votre propre site internet officiel ou le logiciel de réservation que vous avez connecté à cet élément-là. Donc, je trouve intéressant que quand on mène des actions de commercialisation, c'est de s'approprier une espace d'outils qui permettent de renouer un dialogue direct avec le consommateur et puis d'utiliser des effets de levier. Alors, c'est vrai que la promotion, ça me fait poser des questions. Alors, ça me fait poser des questions parce que... On est là pour ça. Je me dis, au final, un restaurateur, il maîtrise une marge qui est quand même pas énorme. Hein, prenons le cas, par exemple, des hôteliers. Les hôteliers, ils ont la capacité de jouer sur un effet du prix, parce que d'abord, ils ont 70% de marge sur une chambre d'hôtel, ce qu'on ne trouve pas, enfin, je ne crois pas qu'on le trouve sur les restaurants. Et puis, il y a un autre élément, c'est que quand on est un hôtelier, on a la capacité de gérer ce qu'on appelle la montée en charge. C'est-à-dire qu'on va faire des prix remisés à un certain moment, et puis au dernier moment, quand il reste quelques chambres, la chambre qui vaut 100 €, on va la vendre 150, même peut-être 200 €,
parce qu'il en reste très peu. Donc les techniques de yield management, c'est le terme qui est employé en termes marketing, ils fonctionnent bien quand on a un hôtel. La question que je me pose, c'est est-ce que le yield management peut fonctionner dans la restauration? Parce que imaginez que si moi j'arrive et que je suis le dernier client et on me dit non mais attends Rémi, il me reste que une table à 2 couverts, et là mon menu à 50 €, je vais te le faire à 100 € parce que tu es le dernier client à réserver. Alors, on voit bien que sur le restaurant, le système n'est pas possible. Donc, je pense que la promotion, elle est utile pour un restaurant, par exemple, qui a malheureusement un problème de trésorerie. C'est-à-dire, il cherche un effet de levier, il a besoin de rentrer tout de suite du cash. Et là, en l'occurrence, ces plateformes, ces places de marché ont cette capacité d'aller chercher beaucoup de clients d'un coup et d'arriver à remplir le restaurant, effectivement, dans un prix qui est à 50%, qui peut étonner le consommateur, parce que le consommateur se dit quand même, est-ce qu'on peut manger à 50%? Et toute la question des plateformes qui sont comme Michelin Restaurant, comme La Fourchette aussi, qui développent aujourd'hui ce concept de prix à moins 40, moins 40, moins 50, en réalité, est-ce qu'on n'est pas en train de casser une chaîne de valeur? C'est-à-dire qu'au final, est-ce que le consommateur n'est pas en train de se dire, mais combien de produits on va mettre dans l'assiette? Est-ce qu'il reste de l'argent pour acheter des produits de qualité dans mon assiette? C'est une des questions que je me pose sur l'impact du consommateur. Catherine, peut-être. Ouais. Non, encore une fois, je réexplique en fait le principe de la promotion, en tout cas chez La Fourchette. On ne parle que d'une partie de l'inventaire disponible au sein du restaurant sur une période courte donnée. Donc on est vraiment dans du yield dans le sens où on va contribuer à améliorer le remplissage du restaurant. Il ne faut pas croire non plus que les promotions qui sont appliquées sont toutes de 50%. Il ne faut pas croire non plus que tous les restaurants, les 42 000 restaurants partenaires de La Fourchette, appliquent des promotions. En France, c'est 35% à peu près. Donc c'est vraiment une démarche tactique pour accompagner un restaurant dans une situation qui peut être effectivement un besoin de trésorerie, qui peut être le lancement d'un établissement, ou qui peut être tout simplement une localisation qui pose problème. Et avant de clore complètement l'activité, on se donne une dernière chance et on essaie quelque chose. Mais voilà, donc pour nous, il y a vraiment une démarche de yield. Un outil parmi d'autres. Exactement, et c'est un outil parmi d'autres. Aujourd'hui, on parle de la promotion, mais exactement. Il y a énormément d'autres possibilités, d'autres leviers qui sont disponibles également. Bernard, dans le cadre des baromètres que établira sur le chiffre d'affaires de la profession, forcément, vous identifiez de bonnes pratiques aussi qui font que les chiffres d'affaires augmentent ou des mauvaises qui font baisser? Qu'est-ce que vous avez observé? On ne sort pas non, le baromètre. C'est pas un baromètre, mais Notre quotidien est de passer du temps avec nos clients dans leur boutique pour leur faire plus de chiffre d'affaires rentable. Alors c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec Rémi. Nous, je veux dire, je m'excuse madame, dès qu'on rentre chez un de nos clients, on lui déconseille tout de suite La Fourchette. Ça commence comme ça. Pas leur site de Reza. Non, pas leur site de Reza, que je sois clair, parce que c'est les premiers qui ont fait de la Reza en restauration, et je les félicite, et il faut absolument être à La Fourchette en Reza, il faut être en Reza. En revanche, je trouve ça suicidaire d'être en première page à moins 50% pour remplir un lundi, et on va remplir le lundi et pas le mardi, donc tout le monde va attendre qu'on refasse 50%, enfin bref, sans compter les clients qui se disent, mais au fait, je me faisais avoir avant, puisque à moins 50, etc. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Pour remplir aujourd'hui un restaurant, il faut exister. Pour exister, je connais que 2 méthodes. C'est être à l'esprit des consommateurs, avoir le réflexe, les avoir marqués, ou avoir eu du bouche à oreille. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Et puis aujourd'hui, on a une autre méthode qui est Internet. Et je suis effaré quand je vois encore des restaurateurs qui mettent de l'argent dingue dans un site Internet, parce que quand on cherche tous un restaurant, comment voulez-vous qu'on aille sur le site Internet du restaurant puisqu'on ne le connaît pas? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on tape? On tape restaurant italien Toulouse. Si je veux me faire un italien et que je suis à Toulouse. Si je ne suis pas sur la première page, je n'existe pas. Deuxième chose, il faut exister, mais en plus, il faut faire venir et faire revenir les gens. Faire revenir les gens, ça veut dire quoi? Il y a 2 phénomènes pour faire revenir les gens. Un, c'est faire son job de restaurateur. Et il y a beaucoup de restaurateurs, et que je ne citerai pas, qui ont complètement baissé les bras sur leur job. Le job du restaurateur, c'est une assiette et du personnel. Et ceci tous les jours, avec un niveau très élevé des 2.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau du personnel, avec des robots preneurs de commandes qui ne font même plus leur job de conseiller, d'accompagner, de suggérer, de donner envie. Quand je vois des restaurateurs qui mettent des tablettes en disant aux clients « tiens, passe ta commande », on est à la fin de la restauration. C'est-à-dire que la restauration va mourir si on digitalise la prise de commande. En revanche, exister et faire revenir les clients, j'étais, il y a quelques... Alors, il faut que le restaurateur fasse son job, on est bien d'accord, mais ça me paraît tellement une évidence de le dire que bon. Et puis j'étais, il y a quelques mois, en Californie, région des États-Unis qui est très, très étonnante au niveau du food. Tout à l'heure, on parlait de légumes. Il faudrait qu'on regarde un peu ce qui se passe là-bas. En bon petit français, à la fin du repas, je demande l'addition. Et une fille avec un sourire pas possible qui me regarde et me dit « Pas de problème, monsieur ». Elle me sort un mini iPad comme ça. Elle me dit « Est-ce que vous voulez mettre votre mail ?» Alors, je n'ai pas été désagréable avec elle parce que je lui demande l'addition et elle me demande le mail. Donc, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, je mets mon mail, je joue le jeu, etc. Et avec un sourire extraordinaire, elle me dit, monsieur, vous allez recevoir votre addition par mail. Et elle me demande ma carte bleue qu'elle met ou qu'elle sweep, je ne sais plus, dans l'iPad. Et je m'en vais. À la sortie du restaurant, je vérifie encore une fois, étant très méfiant, si dans mes mails, j'ai l'addition. Eh bien, l'addition était là. Sauf qu'au début du mail, j'ai un pouce levé, pouce baissé. Première action, content, pas content. Deuxième action, elle est écolo, puisque j'ai une pièce jointe qui est mon addition. Mais troisième action, qui est fondamentale pour un restaurateur, elle sait qui je suis, elle a mon mail, elle sait quand je suis venu et elle sait ce que j'ai mangé. Vous vous rendez compte un peu la traçabilité du client? Ça se digitalise. Et c'est ça que je dis, pour faire revenir le client, il faut savoir qui il est, quand il est venu, ce qu'il a aimé, pour que je puisse le relancer sur ce qu'il a consommé quand il est venu, etc. Voilà. Faire venir et faire revenir des clients, c'est simple. Pierre, cette notion de service, d'accueil, de personnel, tu disais, tu aimes créer une ambiance. Donc, évitons la digitalisation, les robots. C'est ça l'idée du restaurant Oui, que des gens viennent chez toi, tu crois? On évite tout ça, mais après, en ce qui concerne l'adresse mail, moi, je prends les numéros de téléphone de toutes les réservations et je suis en train de me créer un fichier client, mais je fais une réservation au papier, donc ça me met un peu de temps à tout remettre sur un dossier Excel, mais au final, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Ça met un peu de temps, mais je commence à avoir ma petite base de données. Et je fais la même chose pour les mails, dans le but de les relancer quand on a une nouvelle carte, d'envoyer par mail la nouvelle carte et d'envoyer un petit texto pour dire simplement « Coucou, on est encore là, ça fait longtemps que vous êtes venus, ce sera avec plaisir de vous revoir ». Donc on essaie également de le faire, mais en tout cas pas avec l'addition sur iPad et le petit mail qui va avec. À la main, oui. Oui, Rémi, tu voulais... Oui. Oui, effectivement. Tu parlais de site internet, c'est ton métier aussi de faire des sites internet pour tes clients? Oui, enfin, en tout cas, ce que je trouvais intéressant dans le thème de Bernard, c'est justement qu'il explique qu'il y a des solutions pour fidéliser les clients. Puis là, le thème, c'est la chaise vide, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas de clients. C'est comment on fait pour arriver à avoir des clients dans son restaurant sans pour autant qu'on les connaisse. Alors, moi, pour la petite anecdote, je suis cuisinier de formation et en fait, j'ai migré dans le métier de la communication, c'est parce que lorsque je travaillais chez Monsieur Loiseau, on avait des longs débats sur qu'est-ce qu'était Internet, il y a une vingtaine d'années. Et en l'occurrence, en sortant de chez lui, il me dit, écoute, on a tellement parlé d'Internet, rapidement, tu m'as expliqué que c'était un média et pas de l'informatique. Donc, il y a deux solutions, où tu continues à être cuisinier, parce que tu es un bon ouvrier, ou sinon, tu as la possibilité de trouver des solutions pour les hôteliers et les restaurateurs. Et je crois que le débat même de comprendre comment on peut remplir la chaise vide, parce que lui me le disait, il disait, écoute, j'ai 3 étoiles Michelin, je suis relais château, je suis rentable du monde, le lundi, mardi, il n'y a personne dans le bouclard. Donc, comment on fait pour remplir la boutique? Si Internet permet de le faire, autant y aller. Et je crois que fondamentalement, quand l'Internet a démarré, c'était extrêmement compliqué parce que, à la fois, les places de marché n'existaient pas et elles sont utiles, on l'a vu tout à l'heure. Quand un restaurant ouvre, il permet de se faire connaître rapidement. Donc oui, il faut effectivement aller sur ces éléments-là. Et puis enfin, il y a un deuxième élément qui a énormément changé, c'est que ce social media qui se transforme en social selling est sous-utilisé dans les maisons. Alors, pour 3 raisons principales. D'abord parce qu'il y a une confusion entre la page personnelle d'un établissement
la page personnelle d'un chef, pardon, et la page professionnelle de l'établissement où les messages ne sont pas toujours les mêmes. Alors, moi, je m'amuse souvent sur les pages des chefs. Vous savez, on voit des poissons qui sont frais, souvent formidables. Ça, c'est du social media. Mais en revanche, le social selling, c'est-à-dire qu'à peu près, en tout cas ce que je recommande, 20% des messages peuvent être à titre commercial contre 80% des messages à titre d'information, c'est ce qu'on appelle la stratégie de contenu. Et c'est ce qui a complètement changé et ce qui permet d'attirer des nouveaux clients. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont dans une démarche de transparence et ils ont besoin de contenu pour être intéressés à une marque. C'est-à-dire que vous et moi, aujourd'hui, on va voir à peu près 2500 à 2900 publicités dans la journée. Ce matin, vous avez allumé votre radio, vous êtes allé sur Internet, vous allez regarder la télé ce soir, et vous allez vous apercevoir qu'on est sollicité entre 2500 et 3000 fois par jour. Ce n'est pas pour autant que ça vous fait acheter. Regardez par exemple, quand vous êtes devant la télé, vous voyez une pub, vous zappez. Donc ça veut dire que le business traditionnel du marketing ne fonctionne plus. Le business aujourd'hui, il est complètement muté pour arriver à combattre la chaise vide. C'est qu'il faut fabriquer des contenus. Alors je donne un exemple très concret. Les Saint-Jacques vont bientôt arriver. Et là, en l'occurrence, on pourrait très bien imaginer de commencer auprès d'un restaurateur, de faire témoigner le pêcheur de Saint-Jacques, d'expliquer comment on va préparer ce produit. C'est-à-dire d'avoir une sorte de teasing qui va créer de l'intérêt pour à la fin vendre un menu Saint-Jacques. Alors je le fais court, évidemment, et je ne rentre pas dans une ligne éditoriale, mais ce que je veux dire, c'est qu'être présent dans les réseaux sociaux pour combattre la chaise vide, ce n'est pas au dernier moment quand on a peur que le taux d'occupation ne va pas. C'est toute une construction d'une capacité de contenu qui est un nouveau métier au sein des restaurateurs. Quand j'ai fait l'école hôtelière, moi, on m'a appris à vider le cul d'un poulet. C'est tout ce qu'on m'a appris à faire. On ne m'a jamais appris à remplir un restaurant. À l'époque, on me disait « mais t'inquiète pas, il y a le guide Michelin puis le guide Goemio ». Parce que c'est des marques ombrelles. Puis au final, on s'aperçoit que ces marques ombrelles ont été remplacées par des distributeurs et par des sites d'avis de consommateurs. C'est-à-dire que les marques ombrelles sont devenues des marques caution, et en l'occurrence, des distributeurs et des sites d'avis de consommateurs se sont mis à la place. Et tant mieux sur les sites d'avis de consommateurs, parce que nous sommes dans un monde de la transparence où le consommateur veut être actif. Et là, effectivement, quand j'entends qu'on répond aux avis qui sont négatifs, j'espère aussi qu'on répond aux avis qui sont positifs, parce qu'en l'occurrence, c'est là où on a la capacité d'arriver à être sur une plateforme de marché où un inconnu passe, va se transformer en prospect, s'il voit effectivement que ce restaurateur porte de l'intérêt à ses propres clients. Donc, ces places de marché, il faut y être présente, les utiliser en effet de levier, et puis comprendre que le storytelling autour d'un restaurateur, c'est-à-dire quand il réfléchit son restaurant comme une enseigne, comme un territoire d'expression, comme une signature de marque, eh bien, il a une capacité à combattre plus la chaise vide. C'est ce que propose la fourchette, qui est peu connue. Oui, Enfin, oui, tout à fait. En fait, TripAdvisor, on le disait tout à l'heure, il faut prendre en main aussi son... Exactement. En fait, la démarche de la fourchette, elle s'inscrit en fait dans la construction d'un cercle vertueux. La mise en place d'une promotion à un moment donné de la vie d'un restaurant, elle a pour but de générer davantage de trafic vers son restaurant. Après, à lui, effectivement, d'activer les leviers de réseaux sociaux, etc., pour s'approprier cette clientèle nouvelle et ensuite ne plus avoir besoin en fait, de travailler sur ce genre de démarche promotionnelle, puisque si la qualité du restaurant est au rendez-vous, les avis donc, qui vont être déposés par les clients seront positifs, les clients reviendront, ça va générer également d'autres envies chez d'autres consommateurs, et voilà, et le cercle en fait est bouclé, et le restaurateur à ce moment-là n'a plus besoin de mettre en place des actions tactiques pour l'accompagner. Bernard, rebondir sur... Ouais, moi je serais plus pragmatique et plus simple, plus ras des pâquerettes, parce que le consommateur est très ras des pâquerettes. Je citerai juste un exemple qui est sous nos yeux, qui est le groupe Big Mama, je suppose que tout le monde connaît. Voilà, 2 jeunes d'HEC qui sortent et qui font de la restauration autrement, mais à tous les niveaux. Le mix marketing est totalement bouleversé. Ils sont venus me voir il y a 5-6 ans en me posant une question, je vous la livre comme ça, et je leur ai demandé s'ils n'étaient pas fous. Ils me disent, est-ce que tu crois vraiment que l'emplacement a de l'importance lorsqu'on monte un restaurant ? Je leur dis, vous êtes des malades. Heureusement que ça a de l'importance. Et en 5 ans, ils m'ont prouvé que c'était vachement moins important. Pourquoi ? Et c'est là où j'en reviens à faire venir. Ils disent, tenez-vous bien, ils ont dit ça il y a 5 ans, et je ne les ai pas crus, si je fais bien mon boulot, je reviens à mes frais de personnel et mon personnel et à mes matières.
eh bien les gens viendront me chercher là où je suis. Mais je leur ai dit, vous savez que ça, il n'y a que des étoilés Michelin qui sont capables de le dire. On met un étoilé Michelin dans la forêt, on va aller le chercher là où il est, mais pas en faisant de la pizza et des pâtes carbonara. Eux l'ont fait, ils vont sur des emplacements de 2e, 3e, 4e catégorie, même sur des emplacements, on se demande si ça existait. Eh bien, ils font des très très gros cartons. Mais pourquoi ils font un très gros carton? Pour 2 raisons. 1, ils font bien leur boulot, et 2, ils font savoir. C'est tout. Ils n'ont même pas de téléphone, on ne peut même pas réserver. Ils ne prennent pas de raisin, ils n'ont même pas pris une ligne orange. Donc voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut exister. Eux, ils ont choisi la méthode, des méthodes actuelles pour exister, avec du buzz, ce sont de très grands communicants, etc. Mais il faut bien faire son travail. Je le répète. Oui, c'est la base, et après, il n'y a pas de modèle forcément unique, et chacun doit s'approprier. Il y a un modèle quand même dont tu voulais parler, Rémi, parce que c'est une solution que tu proposes, c'est le coffret cadeau. Parfois, ça a été un peu décrié. Est-ce que c'est une façon aussi de faire venir des clients dans son restaurant? Oui, alors c'est un constat que je souhaite partager avec vous. Au sein d'Happy&You, on a une solution qui s'appelle Console My Box, qui est un logiciel de coffret cadeau qui se greffe à n'importe quel site officiel en marque blanche. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 400 maisons qui sont équipées aujourd'hui, et ça a généré un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et on s'aperçoit que le consommateur, en fait, il est devenu addict, plus particulièrement sur la restauration distinguée, les bibes, les étoilés, par exemple, si je prends cette référence. Et pourquoi? Parce que ces lieux sont devenus des lieux de célébration. C'est-à-dire, on va dans des restaurants distingués souvent pour fêter quelque chose, et on a envie d'offrir à une tierce personne des solutions. Et quand on tombe sur un restaurant, par exemple, comme la Maison Berlin, Georges Blanc, le Crocodile à Strasbourg, on a la possibilité d'acheter un coffret cadeau. Pour vous donner un ordre d'idée, un 3 étoiles Michelin aujourd'hui réalise à peu près 600 000 euros par an de coffret cadeau avec une solution telle que celle-ci. Les 2 étoiles vont être entre 150 et 300 000 euros. Les 1 étoile sont aux alentours des 50 à 100 000 et les bibes gourmands sont à 50 000. Donc on voit bien que le consommateur va sur un site officiel, non pas pour tout de suite passer un acte d'achat, mais pour acheter quelque chose qu'il consomme pour lui-même à 30% et qu'il offre à une tierce personne. Et là, on est dans un modèle qui me paraît relativement intéressant, parce que comme 80% des ventes sont surtout en fin d'année, je pense à beaucoup de restaurateurs de province qui sont parfois fermés à cette période-là, ça vous permet de faire beaucoup de trésorerie d'un coup et effectivement de mieux assurer sa saison. Donc les solutions de la vente avant l'expérience fonctionnent aussi bien que la vente pendant l'expérience, comme des solutions comme la fourchette aujourd'hui et sur les équipements qui sont développés. Est-ce que c'est un peu la logique de Insider de créer aussi la fourchette? Je sais pas si... La logique d'Insider, c'est vraiment de créer en fait une marque à proprement parler qui s'adresse à des clients qui ont envie de découvrir une expérience spécifique. Donc on est sur une démarche plutôt haut de gamme, effectivement, qui pourrait s'inscrire avec le principe des coffrets cadeaux, effectivement. Les restaurants ayant le label Insider ne sont pas forcément les restaurants qui vont utiliser le plus ce genre d'approche. Non. Après, il y a juste quelque chose que je voulais rajouter quand même sur le principe du remplissage, de la peur de la chaise vide, et dont on n'a pas parlé. C'est aussi la dimension relative au personnel du restaurant. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait, pour le personnel également que de voir qu'il y a énormément de chaises en fait, qui sont vides. Et je pense que ce matin, on a pas mal parlé des difficultés à recruter. Et voilà, donc cette dimension, en fait, comment je rassure aussi mon personnel en salle et je lui montre que le restaurant fonctionne bien en optimisant mon remplissage. Et puis ça peut être aussi la possibilité de doubler un service pour les restaurateurs qui ont envie d'aller encore plus loin que le seul remplissage, en fait, en n'ayant qu'un service. On peut aussi tout à fait, grâce à ce genre de démarche, donc privilégier en fait des promotions pour booster le trafic en fait en début de service et ainsi créer un second service. Donc vraiment optimiser les revenus du restaurateur. Pierre, concrètement, c'est des formules que tu pourrais utiliser ou tu en restes à... Pour l'instant, j'estime ne pas en avoir besoin, mais si un jour je suis en perte de vitesse, ça pourrait être une formule que je pourrais utiliser, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc je communique par mes biais. Après, je fais aussi pas mal de prospection
dans le quartier du restaurant, au sein des sociétés. Je vais voir les CE, je vais voir toutes les boîtes pour me présenter et donc pour leur dire qu'on est là. Je continue à fidéliser pas mal mes clients. Nous, on fait pas mal de rhum arrangé dans mon restaurant. Et puis, le rhum arrangé, je pense pas gagner beaucoup d'argent avec le rhum arrangé. Je dois vendre autant que j'en offre. Mais du coup, il y a toujours un digestif d'offert pour non pas pour les clients qui ont fait des grosses tables en termes de chiffres, mais pour les clients qui ont un bon esprit, qui sont sympas, on est toujours là à offrir des coups. Donc du coup, c'est aussi une manière de fidéliser. Pour l'instant, j'estime pas en avoir besoin. Oui, Rémi, tu voulais rebondir ? Oui, toujours dans les astuces, on vient de parler des coffrets cadeaux. Autre solution qui marche bien, je trouve, dans les réseaux sociaux, ce sont les ventes privées organisées par la marque. Alors, comment on peut faire ? C'est-à-dire qu'on prend sa page Facebook, on organise une vente privée pour une date donnée avec un nombre de tables à commercialiser. Et puis, on va par exemple créer un code spécifique dans le logiciel La Fourchette. Et puis, on va aller créer une action que l'on va sponsoriser dans Facebook pour mettre en avant une table privée. Et quand on va ouvrir le lien, au lieu d'ouvrir son site internet, on va directement ouvrir l'espace qui permet de mettre en avant des codes particuliers dans un logiciel de réservation de table. Ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que le consommateur qui voit cette information dans Facebook le voit un peu comme en disant il ne reste que 50 tables pourvu que j'en ai une, ou un élément particulier. C'est-à-dire on est un peu sur du marketing, un peu de pression, mais en tout cas on s'aperçoit qu'il y a des résultats aujourd'hui par rapport à la combinaison qu'il peut exister dans les réseaux sociaux avec un outil de réservation en ligne. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de sponsoriser l'offre exclusivement sur ses propres fans, mais on peut aller sponsoriser l'offre sur des territoires qui aiment la gastronomie, le vin et pourquoi pas le quartier dans lequel on est. Donc voilà une autre astuce, les ventes privées avec les réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook permettent, je pense, de combattre la chaise vide. Et ça, c'est pas faire une opération de promotion, hein, c'est de commercialiser une soirée privée avec un menu particulier. Créer l'événement, créer l'actualité. Oui, Bernard, oui. On parlait de fidélisation, je trouve que la fidélisation, c'est aussi le sujet de la chaise vide, parce que si on fidélise, on fait revenir plus souvent, et si on fait revenir plus souvent, c'est gagné. Pourquoi je voulais parler de fidélisation ? Parce que, toujours été, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert, je ne sais pas si vous l'avez vu, que Leclerc était le seul distributeur à ne pas avoir de carte de fidélité. Il appliquait une technique, il ne l'applique plus aujourd'hui, qu'on appelle le ticket Leclerc. Autrement dit, à la fin de votre note de caddie, vous avez un caddie à 50 €, eh bien, il vous restituait immédiatement 5 €, donc en valeur faciale. Ce qui veut dire que vous pouviez rentrer dans le magasin et prendre quelque chose à 5 €, repartir avec, et c'est pas payé. Donc c'est l'immédiateté qui incite à revenir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il faut le faire au niveau des restaurateurs. Et on a plein de clients en France à qui on l'a fait faire. Et quand on a démarré ça sur les tickets de caisse, parce qu'il faut tout simplement programmer une caisse, hein, tout simplement, et on restitue 5 €, enfin pardon, 5%, 3% si on est un peu radin, ou 10% si on a envie de marquer le coup. Et en faisant ça sur quelques restaurateurs, je me suis fait repérer par McDonald's France, qui m'a appelé en me disant c'est génial ce que tu as fait là, etc. Mais je pense que tu fais une erreur. Il ne faut pas restituer de l'argent, il faut restituer de la matière. Ah, mais j'ai dit, mais oui, etc. Et en fait, c'est eux qui ont raison, parce que si je restitue un café gourmand, un dessert, etc., le consommateur le valorise en prix de vente, alors que ça nous coûte le coût matière. Et on a fait ça chez certains restaurateurs, et là, évidemment, le consommateur, il garde son addition, puisque ça a une vraie valeur telle qu'il est. Et là, on fait revenir, il le collectionne, il le même peut le donner à sa femme, à son mari, à ses enfants, etc., puisque ce n'est pas nominatif. Et je pense que la chaise vide peut se remplir avec de la fidélisation, mais de la fidélisation en immédiateté. Je pense que c'est la fin de la fidélisation. Tu tamponnes 10 fois et je te donne le 11e gratuit, dont tout le monde se fout d'ailleurs. Et on ne sait même plus où est le petit morceau de carton qu'on nous a donné. Donc je pense qu'il faut être dans l'immédiateté pour faire revenir plus souvent le consommateur et plus vite. Et non pas qu'on attende qu'il soit au 11e pour le faire revenir avec autre chose. J'avoue, je n'ai jamais vu ça au restaurant. Mais c'est pas il n'y a pas assez de restaurateurs qui le font, il y en a beaucoup. Mais je travaille avec Gira, on donnera les adresses. Oui, Rémi, tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Oui, chercher d'autres solutions, puisque l'idée de la chaise vide, c'est d'apporter ce type d'éléments. Et je crois que les restaurateurs ne travaillent pas encore assez la cible B2B. Quand je discute avec des confrères qui dirigent des entreprises, souvent ils me disent mais c'est compliqué parce que maintenant
nos équipes terrain, nos commerciaux, etc., ils ont des budgets à pas dépasser, puis la facturation, on a plein de fiches à rentrer. Enfin bon, donc conclusion, quand on a une entreprise, on n'a pas une solution d'achat qui permet d'aller manger dans un restaurant qui est très local, et puis au final, où le salarié de l'entreprise, il a simplement présenté un badge, un élément, et ce qui fait que la facture est centralisée. Je crois que dans les années à venir, justement avec cette maîtrise des coûts qu'ont les entreprises, il y aurait peut-être intérêt à imaginer que le restaurateur aille voir directement l'entreprise et pourquoi pas commercialiser des forfaits, j'en ai aucune idée, 2 000, 5 000, 10 000 euros, qui soient un nombre de repas disponibles pour la totalité de l'année. Et là, en l'occurrence, l'entreprise recevrait qu'une facture pour la totalité des accès. Donc elle trouverait ça formidablement bien au niveau administratif. Et puis il y aurait une solution où on aurait la possibilité d'avoir une sorte, alors à digitaliser, ou un élément en papier, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, mais qui permet de revenir souvent. C'est-à-dire qu'à la fois, parfois, on veut commercialiser des clients en one-to-one, et puis je pense que dans son zone de chalandise, on a quelques entreprises qui iraient plus souvent parce qu'on leur facilite le parcours d'achat. Et on en revient souvent que combattre la chaise vide, mais dans n'importe quel business, le parcours d'achat est essentiel, au même titre, comme le disait tout à l'heure Bernard, ensuite l'expérience client. Avoir une offre qui tient la route, le client revient. Et en l'occurrence, le parcours d'achat, aujourd'hui, il est simplement sur la réservation de table, mais il n'a pas été imaginé sur les autres secteurs d'activité ou les autres segments, comme le B2B. En parlant d'expérience client, qu'est-ce qu'on peut dire aux restaurateurs qui ont du mal à remplir, qui n'ont pas forcément accès, qui ont essayé un peu tout? Il faut bien recruter, bien payer son personnel, il faut soigner On parle toujours de l'expérience client. Parfois, elle peut être diverse selon les univers. C'est quoi les bonnes pratiques? Il faut innover pour exister, innover pour faire venir. Je pense que la publicité traditionnelle telle qu'on l'a connue aujourd'hui ne fonctionne plus. Je vais encore vous donner un autre exemple. On en a plein qu'on a mis en place chez nos clients. Alors cet exemple va peut-être vous faire sursauter, mais ceux qui l'ont fait, ça ne les fait plus du tout sursauter. Il y a un de nos clients qui me disait « j'ai un problème pour faire démarrer justement la fréquentation, la peur de la chaise vide ». Je lui ai dit, dans ta ville, est-ce qu'on peut déterminer 5 gros porteurs? Ce que j'appelle des gros porteurs, ce sont des gens influents. Alors vous allez comprendre, ces influents-là, il ne faut absolument pas que ce soit ni le maire, ni tout ça, pour des problèmes de corruption. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. On sort une véritable carte PVC à la manière carte bleue et on va le voir dans son entreprise, ce chef d'entreprise, cet avocat, ce médecin, ce pharmacien, pas le maire, je le répète, et on lui dit, monsieur ou madame, nous tenons à vous remercier d'être venu plusieurs fois chez nous et nous avons un cadeau à vous offrir. Cette carte est valable pendant 1 an. Vous venez chez nous autant que vous voulez, vous ne paierez jamais. Alors la personne, moi j'y suis allé 2-3 fois, les personnes me regardent avec 2 yeux, je ne paierai jamais. Oui, il y a un petit astérisque hors liquide évidemment parce qu'on peut s'envoler. Mais vous ne paierez jamais, vous. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 porteurs? Les gens sont venus voir, et pas seuls, si ça fonctionnait. Et ça fonctionne. Ils ont amené plein de gens en disant, tu vois, dans ce resto, moi, je ne paye jamais. Comment ça, tu ne payes jamais? Viens, je vais te montrer, etc. Ces gens-là nous ont amené des clients qui ne seraient peut-être jamais venus si lui n'était pas porteur. Et on a fait 5 comptes de résultats de ces gens-là. On gagne beaucoup d'argent. Mais surtout, on a rempli le restaurant avec une méthode qui nous coûte quoi? Le coût matière, encore une fois. Ça nous coûte que le coût matière. C'est hors liquide, c'est le coût matière. Et on s'aperçoit que ces gens-là, d'abord, ne viennent pas 365 jours dans l'année. Ils ont autre chose à faire que de venir. Dans les 3 premiers mois, ils viennent souvent, le midi et le soir, avec à chaque fois des gens différents. Donc, bref, on a du trafic qui s'opère à faible coût. C'est nettement moins coûteux que de se prendre une demi-page ou dans la Gazette du coin ou un spot radio qui va nous coûter une fortune sur lequel on va avoir peu de retombées. Là, on a des retombées directes, on est directement auprès du consommateur qui est concerné. Et pourtant, les coûts matières, Pierre, la marge, elle n'est pas énorme dans la restauration. Donc, est-ce que tu serais prêt à abandonner tes coûts matières pour faire venir... Pas spécialement. Ça m'arrive d'inviter des blogueurs ou des personnes assez influentes. Je l'ai fait quelques fois, mais... jusqu'à leur proposer un forfait, vous venez quand vous voulez, ça reste quand même le coût matière et moi ça me gêne de faire ça. Je préfère continuer à faire ma com gratuitement sans avoir les coûts matières derrière. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les promotions, après il y a une limite. Oui, alors si ça a marché, tant mieux, mais c'est vrai que moi dans mon esprit, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur.
C'est un peu le raisonnement que j'ai au niveau marketing. Et en l'occurrence, ce que je trouve par contre très intéressant, c'est comment on fait pour mobiliser des ambassadeurs. Et les ambassadeurs ne sont pas seulement des clients, mais sont souvent les collaborateurs de l'entreprise. Je pense qu'on ne fournit pas assez de contenu en communication interne pour les propres collaborateurs de l'entreprise. Je vois maintenant, depuis maintenant 1 an, on développe de plus en plus des livrets d'accueil pour les collaborateurs des entreprises pour qu'ils connaissent mieux l'univers dans lequel ils évoluent. Eh bien, on s'est aperçu que quand un collaborateur est mieux informé, eh bien, il va mieux représenter son entreprise et il devient un propre ambassadeur à son entreprise pour aussi donner la bonne parole pour venir découvrir l'expérience. Donc, cette idée-là d'ambassadeur, elle peut être interne ou externe. Ok. Je pense qu'on a vraiment évoqué beaucoup de solutions, à la fois de faire ça comme tout seul et puis de se prendre en main en utilisant tous les outils que la fourchette met à la disposition, ou alors d'autres solutions, plein d'idées originales de Bernard pour faire venir des gens dans son restaurant. Donc merci beaucoup à tous les 4. On va clôturer cette 6e table ronde. On va faire une petite photo souvenir protocole, la photographe. Merci à vous. Et puis on va enchaîner assez vite. On va faire un petit break rapide pour enchaîner vers une grosse table ronde qui s'appelle la guerre des étoiles avec un casting